En manchette ce soir, une fuite de gaz paralyse le centre-ville de Rouyn-Noranda. Une vingtaine de bâtiments commerciaux et résidentiels évacués. Éclosion de COVID-19 à l'hôpital de Val-d'Or. Et Unifor demande l'annulation d'un contrat entre Hydro-Québec et l'usine Rayam. Cet état des choses ne peut pas continuer et que, à moins que Rayam se dépêche à trouver une façon de vendre, là. Bon début de soirée, Kémilia La Liberté avec vous pour ce TVA 18h. D'abord, à Rouyn-Noranda, le centre-ville a été complètement paralysé aujourd'hui. C'est en raison d'une fuite de gaz. Et il y a quand même près de 10 000 clients qui ont été privés de courant, en plus des magasins et restaurants qui ont été fermés durant quelques heures. Le service de sécurité incendie de Rouyn-Noranda nous explique ce qui s'est passé. Vos effectifs ainsi qu'Énergie étaient sur le terrain aujourd'hui pour une fuite de gaz du côté de Rouyn-Noranda. Est-ce que c'est possible de nous faire un peu le déroulé des événements? Effectivement, à l'entour de 9h25, on a eu un appel de la centrale 911 qui nous mobilisait là, au centre-ville pour une fuite de gaz suite à l'appel d'un citoyen. Rendu sur les lieux, on a constaté la présence audible d'une fuite de gaz ainsi que l'odeur reliée à ça. Et, on a mis en place des périmètres de sécurité pour empêcher les gens de rentrer à l'intérieur des périmètres puis sécuriser la scène. La détection de fait avec nos appareils. Dans le fond, on a des appareils de détection pour déterminer s'il y a une présence de gaz. Effectivement, il y a la présence de gaz. Donc, Énergir a été appelé sur les lieux aussi pour collaborer avec nous au niveau de l'intervention. C'est un partenaire avec nous au niveau des interventions, au niveau des fuites de gaz. À ce moment-là, il y a eu un périmètre de sécurité mis en place. On a pris le quartier là, à partir de la rue Perrault à Tachereau, allée du Portage et principal, qui a été complètement évacué. Une vingtaine, 22 résidences et commerces aussi. Suite à ça, il y a eu un point de rassemblement des mis là, qui était à la bibliothèque municipale pour que les gens puissent se réchauffer. Au niveau de l'intervention, rapidement, ils ont détecté effectivement la fuite. Mais par la suite, là, il y a eu au niveau des travaux d'énergie, ils ont pincé la fuite, ils ont calmaté la fuite là, pour éviter que. pour mettre fin à l'intervention. Donc, à l'heure où on se parle, justement, l'intervention est terminée, là. Effectivement, à l'heure où on se parle, autour de 11h40, la réintégration là, des bâtiments a été permise. Des vérifications à l'intérieur des logements ont été faites avec nos appareils de détection, à savoir s'il y avait des gaz à l'intérieur des bâtiments. Par la suite, l'électricité a été remise en fonction, puis les gens ont pu réintégrer leur domicile et leur commerce aussi. Et on parle de colmater la fuite. Est-ce qu'on sait, à l'heure où on se parle, justement, les causes de cette fuite-là? Il y avait des travaux dans le coin, mais je ne peux pas vous affirmer que c'est relié aux travaux. Là, on sait qu'il y avait une pelle mécanique, une pépine qui travaillait dans le secteur. Et on poursuit en santé. Une éclosion de COVID-19 est en cours à l'hôpital de Val-d'Or. Et Félix, est-ce qu'on sait à quoi ressemble la situation sur le terrain là, à l'heure où on se parle? Kémilia, la santé publique n'a pas pu nous confirmer le nombre de cas, mais on nous a tout de même affirmé que des mesures avaient été prises, dont le port obligatoire du masque. Et depuis hier, la situation s'est stabilisée, donc ça a arrêté d'augmenter à l'hôpital de Val-d'Or. On nous a tout de même dit qu'il y a moins de cas que cet été ou au début de l'automne, où il y avait une circulation de la COVID qui était somme toute modérée. Mais l'instance s'inquiète de l'éclosion à Val-d'Or parce que, d'une part, l'hiver et la saison de l'influenza s'en viennent, mais aussi, d'autre part, parce qu'elle craint un relâchement des mesures sanitaires individuelles dans la région. Il faut continuer à laver nos mains assez fréquemment. Aussi, il faut qu'on se rappelle que lorsqu'on a des symptômes respiratoires, donc un petit tour de nez qui coule, il faut qu'on respecte ce qu'on appelle l'étiquette respiratoire, c'est-à-dire on tousse dans nos coudes, on utilise des mouchoirs et tout de suite après, on lave nos mains ou on utilise les gels alcoolisés pour faire une hygiène des mains. Puis justement, en parlant de mesures préventives, Félix, on est en pleine campagne régionale de vaccination, là. Oui, Kémilia, depuis le 4 octobre dernier, donc les gens peuvent se faire vacciner gratuitement et ils peuvent prendre rendez-vous à l'aide de Clic Santé ou en appelant le 1-866
497-11-14 et qu'Emilia, la santé publique insiste que les personnes les plus vulnérables se fassent vacciner le plus rapidement possible parce que la période de l'influenza s'en vient dans quelques semaines à peine et que, bon, une fois que quelqu'un se fait vacciner, celui-ci devient pleinement effectif seulement à partir de 15 jours. On peut voir qu'environ 20 000 personnes ont reçu un vaccin contre l'influenza. Mais cela dit, on voit que parmi les personnes, par exemple, un des groupes qui sont visés par le vaccin, pour lesquels on sait s'ils attrapent la grippe, ils peuvent avoir des complications, les 65 ans et plus, on voit que moins de moitié ont allé chercher un vaccin contre l'influenza. Donc, ces personnes-là peuvent aller se faire vacciner. En terminant, Kémilia, il n'y a pas beaucoup d'hospitalisations pour le moment, mais les personnes qui sont hospitalisées sont tout de même des personnes, le 2/3 des personnes hospitalisées, sont tout de même des personnes âgées de 60 ans et plus. Oui, puis évidemment, on rappelle là, que si vous avez des symptômes de la COVID-19, il est préférable de ne pas se rendre à l'hôpital ou encore de porter le masque. On va continuer de suivre ça. Merci, Félix. Je vous en prie. On se déplace ensuite au Témiscamingue, dans le dossier de l'usine RYAM. Le syndicat Unifor et des municipalités veulent que le gouvernement Legault prenne des engagements pour assurer l'avenir de l'usine de cellulose. Un reportage d'Alexis Dumont. Unifor demande à ce qu'une entente d'achat d'électricité d'Hydro-Québec à RYAM soit annulée puisque celle-ci ne respecte pas les normes d'énergie verte comme c'était le cas par le passé. Actuellement, comme il n'y a pas de production et que l'usine de cellulose est arrêtée, la bouilloire en question fonctionne avec du gaz naturel. Et comme il n'y a pas besoin d'avoir l'électricité de cette bouilloire-là pour l'usine de cellulose, puisqu'elle n'est pas en opération, bien, l'électricité est vendue à Hydro-Québec. Fait qu'actuellement, RYAM fait des sous en produisant de l'électricité à partir de gaz naturel pour le vendre sur le marché. Et c'est là qu'on dit qu'un des leviers que le gouvernement peut exercer, c'est d'indiquer à RYAM que cet état des choses ne peut pas continuer. Unifor craint également que les profits que tire RYAM avec la vente de cette électricité à la société d'État retardent la reprise de l'usine par un nouveau propriétaire. En laissant RYAM continuer d'opérer ça, bien, il donnait une source de revenus à RYAM et peut-être que là, ça pourrait rentrer dans un rapport de force là, que de dire à RYAM, bien, cet état de fait-là ne peut pas continuer. Il faut que les pourparlers avancent. Une demande à la base provenant d'un regroupement de municipalités du territoire dont la ville de Témiscamingue fait partie. On avait déjà envoyé au ministère, à Investissement Québec et le gouvernement, des demandes. On travaille ensemble dans ce dossier-là parce qu'on pense que c'est la meilleure façon de réussir. Le gouvernement du Québec assure de son côté être prêt à collaborer pour faire avancer le dossier. On est dans des négociations, d'une part, avec RYAM, parce que c'est le vendeur de l'usine et celui qui possède les installations actuellement. On ne peut pas rien faire tant que le vendeur ne veut pas vendre et actuellement, ils sont en discussion avec un acquéreur potentiel. Donc, le gouvernement est prêt à accompagner en autant qu'un scénario se décide. D'autres rencontres auront lieu avec les acteurs du milieu prochainement concernant ces dossiers. Alexis Dumont, RNC Nouvelles. Et maintenant, les victimes d'agressions sexuelles perpétrées par des prêtres du diocèse d'Amos entre 1940 et aujourd'hui ont jusqu'au 18 décembre prochain pour remettre leurs réclamations. On rappelle que l'entente de règlement approuvée par la Cour supérieure en septembre dernier prévoit 9,3 millions de dollars pour les victimes. Les réclamations reçues seront analysées par la juge à la retraite Claudette Picard et les personnes admissibles vont recevoir une lettre d'excuse de la part du diocèse d'Amos en plus d'un montant se situant entre 140 000 et 170 000 dollars. La juge va rencontrer les victimes qu'elle choisit et ça ne sera pas un interrogatoire à la cour, ça sera seul à seul. Et à ce moment-là, elle va déterminer si la victime se qualifie selon différents types de catégories de gravité, des sévices par exemple. Et grâce à cette catégorisation, dont on attend maintenant le résultat plus tard après la fin de ce délai, on va être en mesure de déterminer le montant pour chaque membre. Et ensuite, les travailleurs de la ville de Val-d'Or ont un nouveau contrat de travail. Hier soir, ils ont voté à 91 % en faveur de l'entente de principe intervenue avec la ville. Elle prévoit entre autres un minimum de 21,5 % d'augmentation salariale, la bonification de congés flottants, des primes, des assurances collectives.
Le nouveau contrat est valide jusqu'en 2029. Et ensuite, du côté de la Sarre, un surplus de dons de meubles a été amassé en lien avec le violent incident qui a ravagé plusieurs édifices en juillet dernier, on se rappelle, au centre-ville. La Ville invite donc les citoyens dans le besoin à venir se procurer gratuitement du mobilier reçu à la ressourcerie Le Filon Vert. Et c'est pour éviter que les meubles soient jetés inutilement. Dans un tout autre sujet, les parents de la région ont maintenant accès à des outils de gestion des écrans. C'est que le regroupement local des partenaires jeunesse de la Vallée de l'Or a lancé hier matin un livre d'histoire et des messages clés à coller sur le frigo. Les initiateurs espèrent que les outils vont permettre aux familles de promouvoir une saine gestion des écrans dès le plus jeune âge, et ce, sans se culpabiliser. Les outils vont être distribués dans toutes les écoles primaires, CPE, les maisons de la famille ainsi que les bibliothèques municipales. On dit aussi dans les études que d'impliquer l'enfant dans l'établissement des règles à la maison, ça permet une meilleure adhésion aussi de l'enfant à ces règles-là. D'agir vraiment dès le jeune âge à développer une autorégulation aussi des enfants dans leur gestion du temps d'écran. Ce qu'on souhaitait justement, c'était d'arriver à avoir des messages uniformes un peu partout pour avoir les mêmes messages qu'on soit à l'école, à la maison, dans les organismes. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Utilisez-vous des outils pour faciliter la gestion des écrans? » Vous avez répondu non à 77 %. Et c'est le Val-d'Orien, M. Richard Séguin, qui reçoit le prix Hommage aîné Abitibi-Témiscamingue pour son dévouement des 12 dernières années. Il a soutenu les personnes aînées dans le besoin en créant le Fonds d'entraide Réginald de Grenier. La table de concertation des aînés de la région et le Centre de bénévolat de la Vallée de l'Or soulignent son engagement comme ayant un impact durable sur la qualité des personnes âgées de la région. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Plusieurs artistes locaux vont performer lors du Téléthon de la ressource en janvier prochain. On vous les présente après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 5 novembre dernier, la SADC Chibougamau-Chapais a fait l'annonce de la mise en place du projet FlexiPrêt pour les femmes qui vise à offrir de l'accompagnement et du financement adapté aux flexipreneurs. Ce projet s'adresse aux femmes entrepreneurs qui mènent des activités entrepreneuriales à temps partiel tout en jonglant avec d'autres responsabilités comme un emploi, des études ou des soins à la famille. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. On en parlait hier du Téléthon de la ressource qui sera de retour en janvier cette année. Et Justine, il y a plusieurs artistes d'ici qui vont faire partie de l'événement. Oui, et l'événement est toujours sous la direction musicale de Vincent Lemay-Thivierge et ses musiciens. Cette année, les artistes provinciaux qui vont faire apparition au Téléthon, on va avoir Marie-Hélène Thibert, aussi on va avoir Isabelle Cyr, Yves Marchand et William Deslauriers. Et du côté des artistes locaux, on a une belle panoplie de talents d'ici qui vont être là pendant le Téléthon. On va avoir Cathy Vachon, Elliott P., Copper Crib, Tony Rust and the Mud Horses, Mystic Project, Charles Mailloux et Gate Boucher. Je vous rappelle que tous les artistes qui font partie du Téléthon font ça bénévolement. Et ça, c'est vraiment important pour Anthony Mondry-Larouche qui trouve que c'est vraiment une belle façon pour un artiste de donner à la cause. En fait, pour moi, la ressource a toujours été une manière un peu de redonner en région parce que je me rappelle que quand j'étais très jeune, mon premier spectacle un peu professionnel, ça a été la ressource qui me l'avait donné, mon premier groupe dans le temps. Fait que dès que j'ai l'opportunité de le refaire, je le fais. Puis je prends du temps, je viens en Abitibi, puis je le fais, puis ça me fait plaisir. Redonner, des fois, quand tu es un artiste, tu n'es peut-être pas le plus riche lucrativement. Donc, c'est bien de pouvoir donner son temps puis son talent, si on peut dire.
Fait, je trouve que ça fait du bien des fois de juste pouvoir donner comme ça, puis on reçoit beaucoup en échange aussi. Fait que si ça peut faire profiter en plus des gens qui sont plus dans le besoin, moi je suis comblé avec ça. Ben là, on a commencé à parler du choix des chansons déjà, fait que ça fait une petite effervescence dans nos pratiques. Ça nous donne un objectif à plus ou moins court terme, fait qu'on est content de travailler là-dessus. Là. Je pense que les gars et notre choriste fille, on a tout super hâte. Et l'humoriste Louis Morissette arrive dans la région cette semaine pour présenter son spectacle intitulé « Sous pression ». Dans ce spectacle d'humour, il parcourt tous ses... en fait, il va avec un regard humoristique sur son parcours, mais aussi sur ses échecs professionnels et l'importance de ceux-ci, mais aussi la société de performance. Et avec une authenticité déroutante, il se met à nu et pose la question « Après quoi on court? » Eh bien, pour le voir répondre à cette question, il présente Sous pression ce soir au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Vous pourrez aussi le voir demain au Théâtre Télébec de Val-d'Or et vendredi au Théâtre des Esquerres d'Amos. En plus, le spectacle à Val-d'Or de demain, ça va être sa 100e représentation, ce qui est assez spécial, sachant qu'en 2023, il était venu faire le rodage de ce spectacle-là au Festival d'humour en Abitibi-Témiscamingue. Alors demain, j'ai l'impression que ça va être une soirée bien spéciale. Et pour terminer, le marché de Noël de Lorrainville a lieu en fin de semaine au Centre Richelieu. Plus d'une 60aine d'exposants vont être sur place pour présenter leurs créations. C'est l'occasion de découvrir les talents d'ici, mais aussi de magasiner d'avance vos cadeaux pour le temps des fêtes. Et en plus, le Père Noël va prendre une pause de sa préparation du temps des fêtes pour être là dimanche pour rencontrer vos enfants de 13h à 16h. Le marché de Noël de Lorrainville vous attend dès 10h samedi. Alors allez-y pour vous mettre dans l'ambiance des fêtes. Salut tout le monde, troisième duel de la 117. Ça se passe ce soir du côté de Rouyn-Noranda. Je vous donne tous les détails au sport. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Troisième duel de la 117 ce soir. Les Huskies de Rouyn-Noranda et les Foreurs de Val-d'Or s'affrontent à l'Arena Glencore dans une trentaine de minutes. Alexandre Cabana met la table pour le match. Après 2 duels remportés 6-3 et 2-1 par les Huskies, la rivalité se transporte maintenant à Rouyn-Noranda. 2 formations aux antipodes qui s'affrontent alors que les Huskies trônent au sommet de leur division et que les Foreurs se retrouvent à l'avant-dernier rang du classement général. Au bout de ligne, ça a tout le temps été des matchs compétitifs, même l'an passé où justement dans notre cycle on aspirait aux grands honneurs. On a eu des gros matchs contre les Foreurs l'an passé, puis ça va être encore le cas ce soir. À toutes les fois qu'on joue contre les Foreurs, c'est un bon match intense. Là. Assurément, ils ont une bonne équipe, mais regarde, c'est un beau défi pour nous. Puis je suis vraiment content de notre équipe, de la manière qu'on se comporte là, depuis quelques semaines déjà. Oui. Le vent semble tourner chez les Foreurs. Un renouveau qui est marqué par le réveil offensif de l'attaquant vedette Philippe Veilleux. 11 points, dont 8 buts à ses 5 derniers matchs. Arsenault va très bien à l'avant. Il y a une belle chimie là, avec Brisson et Barry. Je trouve que Reinhardt, justement, là, je trouve qu'il y a tellement une belle collaboration avec Philippe Veilleux, puis même Alex Durocher. Donc, puis William Béchoff fait super bien depuis le début de la saison. Je trouve qu'on progresse bien. Je trouve que notre jeu sans la rondelle, il est vraiment bien. Puis ensuite, là, on a le retour de Benjamin Cossette-Ayotte qui vient d'arriver des moins de 17 ans, qui a connu tout qu'un tournoi. Donc, on est bien content de le retrouver avec nous parce que c'est un élément extrêmement important, Benjamin. Donc, il amène une stabilité, il est bon en relance. Le Vert et Or devra garder un œil sur le premier trio des Huskies, composé de Antonin Véraud, Bill Zonon et de Lars Steiner, tous parmi les 8 meilleurs pointeurs de la LHJMQ à l'heure qu'il est. Le directeur général Yannick Gaucher est toutefois conscient que des décisions difficiles sont à venir. Rien n'est sûr concernant l'avenir du trio infernal des Huskies. On évalue plusieurs scénarios. D'un scénario de peut-être justement vendre certains joueurs, mais l'objectif, c'est de rester compétitif tout le temps, d'évaluer aussi le futur, parce qu'il faut penser, oui, on pense à cette année, mais il faut penser aussi aux 2-3 prochaines années. Duel de la 117, c'est ce soir 19h à l'Arena Glencore. Les Foreurs tenteront d'y prouver que leur début de saison n'était qu'une erreur de passage et les Huskies d'y cimenter leur place parmi l'élite de la LHJMQ. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda.
Et toujours du côté des Foreurs de Val-d'Or, le défenseur Benjamin Cossette-Ayotte participait la semaine dernière au défi mondial de hockey des moins de 17 ans à Sarnia, en Ontario. Et son équipe Canada Blanc a remporté la médaille d'or samedi soir à la suite d'une victoire de 3-1 contre l'autre formation canadienne. Cossette-Ayotte a disputé 5 matchs durant le tournoi, récoltant au passage 2 passes. Il est ravi de l'expérience qu'il a pu acquérir durant son passage là-bas. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Le froid sera encore avec nous là, pour les prochains jours. Oui, Kémélia, pour ce soir et cette nuit, en Abitibi, on aura un minimum de moins 3 degrés avec un refroidissement éolien près du moins 9. Et pour le Témiscamingue, on aura un minimum de moins 1 avec un refroidissement éolien de moins 6. Pour demain, en Abitibi, on aura une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 3 degrés et un refroidissement éolien de moins 8 le matin. Pour le Témiscamingue, ça va être semblable avec un maximum de plus 4 degrés et un refroidissement éolien de moins 6 le matin. Et un aperçu pour vendredi, partout en région, ça va être nuageux avec un maximum de 4 degrés. Continuez de vous habiller chaudement dans les prochains jours et je vous souhaite de passer une super belle soirée. Merci Justine, à toi aussi. Donc voilà, c'est complet pour nous ce soir. Excellente soirée sur nos ondes. On se dit à demain.